Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, Money Love avec le titre Born to Breed sur le Da Fresh Morning pour introduire René Ruth dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. René Ruth, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme? Oui, à la forme. Tu as eu des retours? Est-ce que tu as eu des retours sur Idanduna? Sur Idanduna. Les gens t'ont dit que tu racontes des conneries. Non, on m'a plutôt dit, mais pourquoi tu ne t'intéresses pas à la beauté? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Non. Tu ne t'intéresses pas à la beauté? Oui, à la beauté. Est-ce que la culture, est-ce que les jeunes doivent encore parler de la culture et tout? Est-ce que c'est pas que passé? tu viennes faire une rubrique sur la beauté? Oui, certains. Il y a d'autres qui m'ont fait des commentaires. Ils sont pas dit quoi? Tu n'as pas de l'enceinte. Tu n'as pas d'enceinte, une pierre ou un caillou? Une pierre, je ne sais pas, un morceau de fer. Ils ne veulent pas que tu parles de la culture? Ils veulent que je parle de la culture, mais ils se disent que c'est peut-être un peu... Parler de la culture, c'est peut-être passé, en fait. Ils se disent que la culture, c'est juste pour les vieux, c'est ancien, en fait. Pourquoi, en 2018, on doit encore parler d'Idanduna? C'est quoi la nécessité de... Des moutons, ces enfants déracinés. Je te jure, sans repère. Sans repère. Tu as vu un troupeau des moutons, non? Ils sont comme ça. Ils ne savent même pas d'où ils vont. Dès qu'un mouton va à gauche, tous les et moutons pourtant, vont... c'est eux qui vont aller étudier Socrate en premier. On va leur dire, connais-toi toi-même. Ouais. Connais-toi toi-même, c'est connaître ta culture. Ta culture. Te connaître en tant qu'un individu. D'où tu viens? C'est triste. Tu avais mal au cœur quand même? Non. C'est pas la première fois, donc j'avais pas du tout mal au cœur. D'accord. Mais ces réflexions t'ont quand même fait penser à un troupeau de moutons qui déambule dans la rue. Un peu. Sans but précis. D'accord. Aujourd'hui, on va parler de... Aujourd'hui, on va parler de la filiation chez les peuples du Gabon. La filiation chez les peuples du Chez Gabon. les Et on a peuples invité du le Gabon. docteur Pissama. Docteur, bonjour. Bonjour. C'est pas la première fois qu'on se croise ici dans cette émission. Ouais. Passage très marqué déjà c'était en 2016 ou en 2017? En 2016. C'était en 2016. Oui. On va revenir avec vous parce qu'apparemment vous êtes une source intarissable d'informations en ce qui concerne l'anthropologie chez les peuples gabonais. C'est toujours un plaisir de pouvoir transmettre ce qu'on a reçu. D'accord. Ouais. Ok, René Ruth, l'affiliation chez les Chez peuples les peuples du Gabon. Ton introduction. On était, en fait, quand j'ai fait ma recherche sur Idanduna, je suis allée voir le docteur Pissama. On était en train de parler, après il me faisait comprendre que les bien-nés, il y a le patriarcat, il y a le matriarcat, et ça dépend des ethnies. D'où on a voulu faire un tour pour parler de la filiation. Donc Idanduna a un cas particulier à un cas général. D'où on a décidé de parler de la filiation chez les peuples du Gabon. D'accord, ok. Professeur, la filiation chez les peuples du Gabon, elle est générale ou bien elle est particulière par rapport aux ethnies ou bien par rapport aux sociétés traditionnelles? Tout à fait. Mais merci déjà de me donner la parole et puis une tribune pour pouvoir faire le prolongement de ce que j'enseigne et d'un certain nombre de choses que je traite dans le cadre de la recherche. Donc, il faut dire que la filiation fait partie des compartiments de la parenté, en réalité. Donc, pour qu'on comprenne bien, pour poser le cadre et le décor, la parenté, en fait, se donne à voir ou bien s'appréhende à partir de 7 principes. On a le principe de l'alliance, donc le fait de se marier. On a le principe de la filiation, c'est-à-dire descendre d'un ancêtre commun ou d'un père vers un enfant, vers un fils. On a le principe de la résidence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parenté sans localité précise où on peut identifier les parents. Ça peut partir de la maison au terroir ou de la maison au village. D'accord ? On peut aussi voir la parenté dans ce qu'on appelle le système d'attitude, c'est-à-dire l'ensemble des règles, des prescriptions, des proscriptions qui déterminent quelle attitude on a face à un parent. Ensuite, on a aussi à voir la parenté dans ce qu'on appelle le système, donc c'est des sous-systèmes, dans le système de la conception de l'être humain, c'est-à-dire que dans chaque peuple, il y a une façon de concevoir un être humain. Un être humain n'est pas un
n'est pas un être qui est donné par la conception et la parturition. D'accord ? La naissance est déjà un fait culturel. D'accord. Voilà. Et donc, c'est cet ensemble de choses qui donne à voir la parenté. Et ensuite, dans la parenté, il y a ce qu'on va appeler la parentalité, c'est-à-dire les fonctions sociales des acteurs qui se disent apparentés. Donc, c'est très vaste. Et dans cet ensemble, on va s'intéresser déjà à l'élément qu'on appelle filiation. C'est quoi la filiation ? La filiation est le principe par lequel un individu se réclame descendant d'un autre. Donc, ça peut être du proche au lointain. Le proche, c'est celui qu'on va dire le père ou la mère. Et le lointain, petit à petit, on repart dans son ascendance. Et le plus loin possible, on arrive donc dans ce qu'on appelle l'ancêtre éponyme. L'ancêtre éponyme qui peut être réel ou supposé. Chez les populations du Gabon, cet ancêtre éponyme... Comme quand la Fraîche, lui, descend de Louis XIV, en fait. L'ancêtre éponyme de la Fraîche. Non, mais c'est vrai en plus. Donc, chez les populations du Gabon, la réalité sociologique à laquelle on accède sur l'ancêtre le plus lointain s'appelle le clan. D'accord ? Chez, par exemple, les peuples du Nord, notamment les Francs, on va dire Ayang. Chez nous, les Gissir, on va dire Yefumba. Et ainsi de suite. Donc, on a le clan. Seulement, le clan va être différent du lignage. Parce que le lignage, c'est l'ancêtre le plus lointain historiquement situable. Ouais. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a réellement existé. Et auquel un groupe de descendance se réclame. Là, on est dans le cadre du clan ou de la lignée ? Non, le lignage fait partie du clan. Sauf qu'un clan, c'est plusieurs lignages. L'ancêtre éponyme du clan est généralement un être mythique qui nous renvoie à l'idée de totem. Voilà. Oui. Est-ce que vous comprenez ? Ah non, Akomamba n'est pas un être mythique. Il a existé. Et non, mais il faut savoir que le clan, on avait déjà dit, le totem, ça ne peut pas être un être humain. Donc, un être humain ne peut pas être un ancêtre éponyme d'un clan. D'accord. C'est toujours un végétal ou un animal associé à un nom, d'accord, dont la réalité historique n'est pas nécessairement vérifiable ou observable. D'accord ? Panthère. Voilà, panthère, écureuil, épervier, perroquet, crocodile, sanglier, je me rappelle, les bingui, là. Voilà. Donc, les guingouins. Voilà. Les sangliers. D'accord. Sanglier, c'est à Ça cause se comprend du mieux. je crois. Bon. Non, là, je comprends, docteur. En fait, vous mettez des choses dans leur contexte. Je comprends aussi. Gina, je vais te mettre un coup, mais tu ne vas pas sortir de là. Tu vas voir. Donc, du coup, là, on est là dans le cadre du clan. La différence entre le clan et le lignage, c'est que le clan n'a pas d'emprise territoriale. Un clan est toujours diffus. C'est-à-dire qu'on peut avoir des membres du même clan dans plusieurs territoires. Par contre, là où ça devient très prégnant, c'est le lignage, parce qu'on a un ancêtre historiquement situable. D'accord ? Et là, c'est le lignage qui a emprise sur le territoire. Donc, c'est généralement un lignage qui fonde un village, et ainsi de suite. D'accord. Il peut associer d'autres lignages. L'ancêtre est identifiable et le territoire aussi. Voilà, parce que là, on rentre dans ce qu'on appelle le droit. D'accord ? Le droit politique, le droit social, et ainsi de suite. Ça veut dire que c'est le lignage fondateur à qui appartient donc même le droit de possession. D'accord ? Donc, c'est toujours lié au lignage. Par conséquent, la question de la filiation est une question centrale parce que les sociétés africaines, négro-africaines en général, les sociétés gabonaises, fonctionnent sur des bases lignagères. D'accord ? Donc, on ne peut pas s'extirper des conséquences sociales, culturelles, juridiques, morales de la filiation, même dans le contexte actuel. D'accord ? Et le sujet qui a été traité mardi sur Idandouna répond à des questions de filiation. Parce que c'est quoi Idandouna ? Idandouna, c'est un rite de reconnaissance de paternité. Donc on a dit paternité, alors vous comprenez que nous nous réinsérons dans la réclamation à partir d'un individu d'une ascendance clairement désignée. Donc dès qu'on a dit ascendance, on a donc filiation. Est-ce qu'on peut dire ici qu'il y a une différence entre la filiation et la descendance ? Bon, maintenant, il faut, pour être dans là, c'est des questions, on va dire, plutôt très académiques. C'est une question d'école de pensée. Donc, on a ce qu'on appelle les modes de... Mais c'est franchement un peu compliqué.
pour l'instant, comprenons que descendance et filiation, c'est la même chose. Sauf que la filiation, c'est le principe. D'accord? La descendance, c'est la modalité. Si on peut dire ça comme ça. D'accord. Donc, je suis le descendant de mon père ou je suis le descendant de mon grand-père. Mais la filiation, c'est l'ensemble des personnes qui, par principe, se réclament être descendants des mêmes personnes. Voilà. Qui ont un ancêtre commun. Voilà, très bien. C'est dingue. Voilà. Et Donc, toutes les sociétés gabonaises traditionnelles ont les mêmes pratiques ou ça diffère selon les écoles. voilà. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des régimes de filiation. Et c'est là où c'est intéressant par rapport aux sociétés gabonaises. Donc, dans les sociétés gabonaises, on a 2 principales formes de filiation. La première s'appelle la filiation matrilinéaire. D'accord? La filiation matrilinéaire, c'est l'ensemble des personnes dans un groupe social se réclamant transmettre plutôt la parenté de mère en fille. D'accord? Et on a la filiation patrilinéaire. C'est l'ensemble des individus appartenant à une société qui réclament transmettre la parenté de père en fils, c'est-à-dire d'un homme à un homme. Chez les matrilinéaires, c'est d'une femme à une femme. Chez les patrilinéaires, c'est d'un homme à un homme. Et pour faire simple, vous prenez la carte du Gabon, vous prenez l'Équateur. Toutes les populations au-dessus de l'Équateur sont de régime de filiation patrilinéaire. Et toutes celles au sud de l'Équateur ont un régime de filiation matrilinéaire. D'accord. Voilà. Donc, sur le plan purement pratique, Oui. ça veut dire que les populations dont le régime est matrilinéaire, la filiation se fait de femme En femme. Voilà. Bon, il faut m'expliquer ça clairement. Bien. Ça veut dire Ça voudrait dire que c'est une femme qui va reconnaître l'enfant. Non, ça voudrait dire que justement, quand on parle de filiation, en fait, quand on parle de filiation, on parle de droit. Parce que la transmission de la parenté confère des droits à celui qui se réclame à parenté, à un individu. D'accord? Donc, dans la transmission de la parenté, on a le droit du sol, on a le droit à et le droit pour, et même le droit de. D'accord? Alors, je vais prendre un exemple très simple. Chez les matrilinéaires du Gabon, chez les Guichir, les Pounou, les Teke, les Obamba, les Nzebi, les Pové, les Sekiani. non, les Sekiani sont patrilinéaires. Chez tous les Mienais sauf les Pongwe sont patrilinéaires, alors que tout le groupe Mienais est matrilinéaire. D'accord. D'accord? Je vous ai dit, vous prenez la carte, vous mettez c'est vraiment le schéma schématique. Hein? D'accord. Tous ceux qui sont au-dessus de l'équateur sont patrilinéaires, tous ceux qui sont en dessous sont matrilinéaires. D'accord. Voilà. Donc, la transmission se passe de femme en femme. Donc, c'est toujours une femme qui va transmettre la parenté à une autre femme. Ça veut dire que le lignage, le clan, la réclamation d'appartenir à ce groupe va passer de femme en femme. Et ça a donc des conséquences sur, on va dire, les formes de famille. Expliquez, Voilà. docteur, expliquez. Donc, ça fait transmettre de oulala, femme en femme. j'ai pas de tableau parce qu'il y a des schémas, tu vois. En parenté, on a des schémas, c'est très mathématique. Hein. Voilà. Il y a le bic qu'elle a fait. Bon. Fallon va zoomer, c'est pas grave. Bon, ok. C'est-à-dire que, je prends mon exemple, moi je suis ici, donc j'appartiens, donc c'est ce qu'on appelle groupe d'appartenance. J'appartiens au groupe de parenté de ma mère, d'accord, hein? Bon, non, là, je vais d'abord laisser tout ça. Non, je laisse d'abord ça. Ah, d'accord, ok. Les schémas, on va faire ça plus tard. Il faudra faire... Je vais finir avec un schéma pour vous montrer un peu. Voilà. Donc, j'appartiens au groupe d'appartenance... j'appartiens plutôt au groupe de filiation de ma mère. D'accord. D'accord? Mes parents paternels ne peuvent pas, si on va très loin, avoir un pouvoir de vie et de mort sur moi. D'accord. Les seules personnes qui ont le pouvoir de vie et de mort sur moi, ce sont les frères de ma mère. Est-ce que vous portez le nom de votre mère? Non. Aujourd'hui, justement, ça fait partie de ce qu'on appelle les mutations. Donc, les mutations sociales. Il faut savoir qu'il n'y a pas... Il ne faut pas considérer les manifestations culturelles comme étant essentielles. Donc, il ne faut pas avoir d'essentialisme culturel. Il n'y a pas d'ethnie qui est née depuis la nuit des temps comme ça. D'accord? Il faut considérer les ethnies plutôt comme des nations. C'est-à-dire c'est des phénomènes historiques, d'accord, qui se construisent
se déconstruisent et se reconstruisent. Ok? Bon, ça c'est un autre débat, on peut aller très loin dedans. Mais je prends un exemple dans ma famille, d'accord? Un des oncles de mon défunt père avait le nom de sa mère à sa naissance. D'accord. D'accord? Il était tel fils de sa mère. Ok? Ensuite, lorsqu'il y a eu la colonisation, les prêtres l'ont baptisé et à partir de ce moment, il a porté le nom de son père. D'accord. Voilà. Hein? Le père, chez les patrilinéaires comme chez les matrilinéaires, a 3 droits. Il a le droit de donner un nom à son enfant. D'accord? C'est les seuls droits. Enfin, chez les matrilinéaires, il a le droit de donner un nom. Il a le droit de faire épouser ses enfants. Et il a le droit de les faire enterrer. D'accord? Parce qu'à part ça, il n'a pas d'autre droit. D'accord. Voilà. Donc, chez les matrilinéaires, lui, il doit protéger ses enfants parce que ce sont ses beaux-frères qui ont le droit de vie et de mort sur eux. Non, il y a toute une logique parce que il faut comprendre. C'est la logique, c'est la dernière fois. Tu vois, la question que je t'ai posée, c'est Sur comment on arrive à ce postulat. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un clan, une société traditionnelle décide de se comporter de telle manière ou de telle autre. Voilà. Tu vois. Et je lui avais par exemple pris l'exemple d'Akomamba qui ne s'appelait pas à la base Akomamba. Qui était reconnu. Et donc là, vous nous racontez une histoire qui nous permet donc de comprendre. Et par exemple, on pourrait essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi tous ceux qui sont en bas sont matrilinéaires et tous ceux qui sont en haut sont patrilinéaires. Bon. C'est quoi les philosophies? C'est un peu des hasard. histoires, c'est des situations, voilà. C'est des guerres. Justement, il y a plusieurs phénomènes historiques. Faut savoir. Bon, il y a déjà le phénomène historique selon lequel vous savez que les peuples qui occupent aujourd'hui le territoire qu'on appelle Gabon ne viennent pas du Gabon. Hein, ils viennent de partout ailleurs. Donc il y a la question des conflits. Et nous sommes arrivés à la conclusion, selon un certain nombre d'analyses et de faits, que les sociétés, parce que je peux aujourd'hui, dans le cadre de l'affiliation, démontrer par exemple que les sociétés qui aujourd'hui sont patrilinéaires, à cause du fait qu'il n'y ait plus de conflits ouverts entre les groupes, qui ne nécessitent donc plus la force physique comme élément permettant la survie du groupe, vont passer de plus en plus à la matrilinéarité. C'est lié à la sédentarisation, à la capacité économique de nourrir et d'entretenir les vies sans beaucoup d'efforts, et au fait que les espaces soient pacifiés. C'est un fait, c'est des critères historiques que vous pouvez appliquer à n'importe quelle société. La première, c'est la société française, d'accord? C'est une société patriarcale et patrilinéaire, d'accord? Mais vous allez vous rendre compte que quand vous observez la société française, de plus en plus, les femmes ont des droits. De plus en plus, les femmes deviennent chefs de famille. De plus en plus, les femmes deviennent celles qui... Donc, on est dans ce qu'on appelle une matrilatéralité de la société. D'accord? Parce que nous ne sommes pas en temps de guerre où la survie du groupe ne dépend plus de la force, mais de la capacité à assumer un certain nombre de fonctions chez des populations qui sont sur place. Et il n'y a pas mieux que la femme pour le faire. Vous prenez ce principe, vous l'appliquez dans n'importe quelle société. En observant son cheminement historique, vous arrivez à la même conclusion. Donc on peut faire ce qu'on appelle des prévisions sur qu'est-ce que peut devenir une société à partir d'un certain nombre de paramètres et de critères. Ah, d'accord. Est-ce qu'une femme peut être chef de famille dans une société patrilinéaire? Bien sûr. Aujourd'hui, mais les exemples sont foisons. Mais de plus en plus de femmes sont chefs de famille. Dans une société patrilinéaire. Patrilinéaire. Je vais taire les noms par discrétion. J'ai des camarades et des frères qui sont du Wellington. J'ai même un cousin, sa mère est de Bitab. C'est sa mère le chef de famille. C'est-à-dire, on appelle ça la matrilatéralité. C'est-à-dire latéralité de la parenté. C'est la tension, d'accord, des décisions qui s'imposent à un enfant, ou à un groupe d'enfants, ou à un groupe d'individus. Donc la polarité paternelle ou maternelle, ça s'appelle la patrie ou la matrilatéralité, donc latérale. Okay? Donc, lorsque les décisions de famille vont plus se faire du côté de la mère, même si ce n'est pas la mère elle-même,
ça devient Genre patrie. son frère ou Voilà, sa ça sœur. devient patrie latérale. Et vous avez ça dans beaucoup de sociétés, même patrie linéaire. Et généralement, c'est dû à un phénomène qui est celui de faire des enfants, notamment dans les sociétés patrilinéaires où c'est très prégnant. Et là, on reste là dans la filiation. Faire des enfants à une femme qu'on n'a pas épousée. Le principe de la filiation, c'est que si je n'ai pas épousé une femme, je lui fais des enfants. Ces enfants n'appartiendront jamais à l'homme qui a fécondé cette femme. Jamais. Ça, c'est le principe. Donc, dans les sociétés lignagères, un enfant n'est jamais orphelin. Parce que l'ensemble des frères de son père sont ses pères. Oui. L'ensemble des sœurs de ses mères sont ses mères. Donc, par principe, il n'est pas orphelin. Et si, moi, en tant que frère, ma sœur fait un enfant à un homme qui n'a pas épousé, cet enfant devient mon frère, moi en tant que matrilinéaire. Oui. Parce qu'il est issu d'une femme comme moi je suis issu d'une femme. Oui. Il est issu de même. Donc il a les mêmes droits que moi, mon neveu. Chez les patrilinéaires, si un homme, eux ils sont plutôt chez les patries, si un homme fait un enfant à une fille qui est ma sœur, cet enfant devient mon fils parce que j'ai les mêmes droits que mon père. C'est mon père qui m'a transmis. Cet enfant étant né d'une situation où un homme ne l'a pas épousé, donc il n'a pas de droit d'usufruit sur cette femme. L'usufruit, c'est l'enfant. Oui. D'accord? Parce qu'on lui donne les droits d'usus, c'est-à-dire peut user de la femme, et d'usufruit, donc tout ce que produira la femme, dont les enfants. D'accord? Alors cet enfant devient mon frère. Il est l'enfant de mon propre père. Donc il devient mon frère. Et il a les mêmes droits que sa mère. Cette femme ne peut pas l'appeler mon fils. Donc vous allez regarder dans les sociétés patrilinéaires, chez les femmes, chez les quotas, un enfant qui n'a pas été un enfant d'une union reconnue par le groupe aura les mêmes droits que sa mère chez lui. Mais et si celle-ci épouse un homme qui lui fait des enfants après, les enfants qu'elle va faire n'auront pas le même statut que son premier fils qu'elle a fait avant de se marier. Donc, ça n'est... On revient à ma question. Sur un plan purement historique, parce que là, vous avez un petit peu expliqué avec l'impact ou le rôle que jouent les uns et les autres dans une famille et sur l'orientation que ça va avoir sur la filiation. Maintenant, moi, ça m'intrigue. Pourquoi tous les peuples qui sont au-dessus de l'équateur sont plus sur un régime de patriarcat, c'est ça? En fait, toi, tu cherches la position par rapport à l'Équateur. Non, c'est ce qu'il a dit. Je ne cherche pas la position. J'aimerais savoir si ça s'est fait d'une manière purement aléatoire ou ça s'est fait de manière consciente et que je ne sais pas s'il y a une raison en fait. Comme je disais, les paramètres qu'on observe généralement, c'est les déplacements de masse. Lorsqu'on se déplace en masse, la survie du groupe repose sur la force, la capacité de sécuriser ce groupe en plein mouvement. Voilà, en plein mouvement. J'ai pas envie de dire, on va dire migration, parce qu'il y a des gros débats sur le nomadisme. Non, il n'y a pas de peuple négro-africain nomade. Hein? C'est des migrations, d'accord, qui peuvent être, qui sont généralement temporaires, mais qui sont liés à des phénomènes environnementaux, des fois, ou des phénomènes sociaux, c'est-à-dire des guerres. D'accord ? Donc, on constate, je veux dire qu'on constate, hein, à partir d'un certain nombre c'est-à-dire à partir du 15e, 14e, c'est là où on est un peu plus ou moins documenté, que ces peuples-là sont patrilinéaires. Mais je sais pourquoi, par exemple, là, moi, je peux par exemple dire pourquoi les Mpongwe sont devenus patrilinéaires. Je peux vous dire aussi, je sais pourquoi les Okota sont devenus matrilinéaires. Là, on a assisté à des phénomènes historiques. Et là, pour les Mpongwe, c'est tout simplement que quand les Mpongwe arrivent dans l'estuaire, avant qu'ils n'arrivent dans l'estuaire, il y a les Akele, il y a les Sikiani. D'accord ? Ils arrivent et ils trouvent des populations qui sont déjà patrilinéaires. D'accord ? Et eux, en arrivant, ces populations prennent des femmes chez eux. Ok ? Et donc, s'ils prennent des femmes, les enfants appartiennent aux gens qui ont pris leurs filles. Alors, dans cette situation, eux, comment ils font ? Ça veut dire qu'eux, ils vont justement se dépeupler. Alors, ils adoptent le régime de filiation qu'ils trouvent là. Ok ? On peut faire des statistiques, bien qu'ici au Gabon, on n'aime pas faire des statistiques. Ah ouais, ça c'est clair. Vous faites des statistiques, vous prenez dans
beaucoup de familles Mpongwe, vous allez vous rendre compte que la majorité des épouses chez les Mpongwe ne sont presque jamais Mpongwe. Presque. On compte les femmes Mpongwe qui épousent des Mpongwe. Vous prenez, on fait une statistique sur 50 ou 100 ans. Bon, je le dis parce que j'ai quand même fait un petit travail là-dessus. D'accord. J'ai essayé de me documenter là-dessus. J'ai rencontré des familles, j'ai rencontré des chefs et beaucoup, elles peuvent être du même groupe au Mienais, d'accord, mais elles seront on va dire des autres sous-groupes. Elles peuvent être Nkomi, Galois, Adjumba et ainsi de suite, Fan et tout le reste. Mais parce que ce sont les hommes qui transmettent la parenté. Donc il peut prendre des femmes où il veut, c'est lui qui transmet la parenté. D'accord. Chez les Okota, c'est plutôt l'inverse. Les Okota, c'est des Kota qui rencontrent des Okandais, d'accord, sur les rives de l'Ogooué, qui rencontrent les Okandais, les Simba, et eux, les Simba, sont matrilinéaires. Donc, ils vont changer de régime. Ils ne vont plus s'appeler Bas-Kota, ils vont s'appeler Haut-Kota. Voilà. D'accord. Et là, ils ont changé de régime, de filiation, ils sont devenus matrilinéaires. Ça, c'est des faits historiques, vérifiables. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres qui peuvent jouer. Il y a l'environnement, d'accord. Il y a on va dire l'environnement des humains, donc les groupes aussi qui ont déjà des pratiques. Il y a des phénomènes de déplacement, de masse, d'accord, qui peuvent aussi occasionner ça. Il y a, comme je disais, il y a aussi le phénomène de guerre, c'est-à-dire d'instabilité. Et quand il y a instabilité, c'est la capacité des hommes à résister, à empêcher que le groupe ne se décime, qui devient le garant de la continuité de celui-ci. Donc, on passe d'un régime certainement matrilinéaire à un régime patrilinéaire. Et généralement, certains de nos mythes ou certains de nos contes nous les relatent. D'accord. C'est seulement qu'on ne fait pas beaucoup attention à notre propre production culturelle, à notre tradition orale. On fait attention à la tradition orale des autres. Tous les mythes sur Persée, Hercule. Les gars misent pour qu'on fasse attention à ça. Mais justement, non. Si nous, on ne mise pas pour qu'on fasse attention à ça, c'est pas de leur faute. Il y a un phénomène qui est simple. La culture dans les pays occidentaux, c'est le 4e pouvoir. C'est pourquoi, je vous dis, Hollywood, c'est le ministère de la Culture. C'est la culture. Hollywood, c'est la culture. D'accord ? C'est pas plus. Et à Hollywood, on formate l'Américain à sa culture. D'accord ? Bon, donc, c'est pas autre chose. Et ce sont ces pays qui sont les plus avancés, qui mettent le plus d'argent dans la conservation. Ce sont eux qui ont les musées. Même tous nos artefacts sont dans leurs musées à eux. Ce sont eux qui font toutes les recherches dans le passé, qui font de l'archéologie. En fait, on devrait se poser les bonnes questions. Mais pourquoi les pays développés mettent beaucoup de moyens dans la conservation, la transmission du passé, et nous voulons nous développer à partir de quoi ? De rien ? De la télé. Docteur Pissama, on va continuer notre rubrique jeudi prochain. René Ruth ? J'ai une dernière question. Pardon. Et si je n'ai pas été reconnue sur le plan civil et coutumier, est-ce que j'ai la possibilité d'épouser la filiation de celui qui m'a élevé et ainsi modifier celle de ma progéniture ? Non, la question est réglée à l'avance. Si ton géniteur ne t'a pas reconnu, tu es l'enfant de ton grand-père, du père de ta mère. C'est systématique. C'est clair. Ouais. On aura l'occasion donc de continuer ce débat jeudi prochain, mardi aussi, avec la rubrique de René Ruth. On va en publicité et on se retrouve juste derrière avec d'autres invités. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.